Alors je commencerai par m'excuser d'intervenir sur un sujet proche de celui que vient de traiter brillamment Delphine et dont je crains de vous infliger une version nettement plus embrumée. Alors je crois comme elle que l'utilisation de l'image dans les fictions d'anticipation scientifique émarge au principe de bricolage généralisé qui caractérise les cultures populaires, avec recours appuyé, avec exploitation de codes descriptifs et narratifs balisés et recours appuyé aux techniques de l'emprunt, pour ne pas dire du recyclage. Mais je vais aujourd'hui adopter une perspective différente, globale, avec le risque de reconstruction rétrospective que cela comporte, à mi-chemin des visual studies et de l'anthropologie du regard. Je tiens également à remercier les organisateurs pour avoir ménagé une place de choix aux images dans un colloque consacré à la lecture et l'écriture de l'anticipation. Ce choix n'allait pas de soi. Il contrecarre, après tout, 3 millénaires pendant lesquels l'image a été minorée au profit de l'écrit, sous la double pression iconoclaste des religions du livre et iconophobe des philosophies idéalistes. Le soubassement de la pensée occidentale, vous le savez, c'est que la connaissance rationnelle doit se défier de l'image comme de l'imagination, respectivement support trompeur et mode de représentation subjectif, censément contradictoire avec l'exigence de rationalité et de scientificité. Pour la période qui nous occupe, cela reste la tendance dominante. En témoigne la systématique positiviste de Comte, déniant aux images la capacité de prévision rationnelle qui caractérise le véritable esprit scientifique, la dénonciation de l'imagerie par Durkheim au nom de l'éthique, le monde des images détourne de la vie morale parce qu'il détourne de la vie réelle, ou encore la réduction d'un Bachelard qui met en garde contre les imprécisions de la pensée iconique. L'esprit scientifique doit sans cesse lutter contre les images. Il semble donc paradoxal de s'intéresser au discours iconique à propos des récits d'anticipation scientifique à partir du moment où les images se caractériseraient par leur non-scientificité. Et de fait, je ne vais pas vous parler d'imagerie scientifique si l'on entend par là la prétention des images de fiction à rendre compte des avancées de la recherche. On trouve bien ici ou là quelques illustrations de vulgarisation, mais leur présence est rare dans des œuvres qui jouent plus fréquemment la carte de l'évasion que de la réflexion. C'était pourtant la réflexion, la fonction qui leur avait été assignée par les premières théorisations de Fénelon et Locke, conscients que l'image constituait un vecteur privilégié pour toucher la jeunesse. Mais pour ces pédagogues soucieux de transmission, les images se justifiaient pour autant qu'elles étaient affectées à une mission d'instruction. C'est à ce titre qu'on les retrouve dans les encyclopédies à destination des jeunes personnes et dans un esprit similaire de vulgarisation qu'elles sont exploitées dans les voyages extraordinaires. L'anticipation pour jeunes lecteurs assume alors une fonction de formation et l'imagerie y contribue à sa façon avec l'objectif latent de faire adhérer les jeunes générations à l'idée de progrès. Cette légitimation pédagogique du médium iconique va pourtant évoluer au gré de phénomènes plus vastes qui vont transformer en profondeur la nature des images dans les fictions pour la jeunesse. Sous la double pression de paramètres techniques, en particulier la reproduction industrielle des gravures dans la presse, et économique, la montée en puissance de l'édition populaire et la recherche corrélative de nouveaux supports, tels l'illustré ou la bande dessinée, une société de consommation visuelle se met en place dont le développement aura un impact puissant sur l'évolution des œuvres. La jeunesse devient un cœur de cible qu'il importe de séduire avant que d'instruire, si bien que le curseur, d'une extrémité à l'autre de la période, se déplace progressivement de l'enseignement vers le divertissement. L'image ne se soucie plus d'exactitude et encore moins de références scientifiques, privilégiant l'approche ludique ou l'approche sensorielle. Est-ce à dire pour autant qu'il faille envisager les images comme des médiums de second ordre, déconnectés des grands enjeux du siècle? Le sommeil de la raison n'engendre-t-il que des monstres ou bien aussi des astres? Il me semble pour ma part, ce sera mon hypothèse de travail, que l'imagerie à l'œuvre dans l'anticipation pour la jeunesse entretient une relation privilégiée avec la grande histoire des idées et des formes qui modifient en profondeur la société occidentale à la même époque. Pour justifier cette hypothèse, je vais me risquer à prendre un peu de recul par rapport à l'étude des contextes de production et de consommation, certes fondamentaux, mais auxquels je voudrais ajouter ici une approche complémentaire en m'intéressant au fonctionnement des images considérées en tant que telles, indépendamment de leur affiliation à un texte ou une théorie, et en cherchant le dénominateur commun à des œuvres couvrant une centaine d'années. Alors c'est naturellement une gageure. Entre les gravures encore classiques qui illustrent les romans de Jules Verne et l'explosion de couleurs et de formes qu'on trouve dans les magazines de l'entre-deux-guerres, entre la maîtrise graphique d'un Lanos, d'un Lorbert ou d'un Touchet, et le trait enfantin d'un Douzinet, d'un Géry ou d'un Saint-Augan,
Il y a des ruptures de style, mais aussi d'idéologie, et il ne s'agirait surtout pas d'en nier les nuances esthétiques ou sociologiques. Les différences plastiques correspondent à des supports médiatiques différents, partant à des lectorats distincts. C'est donc par commodité que je parlerai d'un hypothétique jeune lecteur, qui n'existe évidemment qu'à l'état de conjecture méthodologique, mais dont le postulat me sera utile pour rendre compte des phénomènes d'appropriation perceptive et cognitive mis en œuvre. Car indépendamment des distinctions de médium ou de public, il me semble qu'une poétique commune est à l'œuvre dont je voudrais à présent dégager les principes et les enjeux. Alors, je rappelle d'abord que l'image est une notion anthropologique qui dépasse les réductions plastiques de l'esthétique classique. Construction culturelle qui subsume des perceptions en représentation, toute image est indissociable d'une vision collective qui engage un choix de figuration et un paradigme d'interprétation. À ce titre, l'image renvoie à plusieurs orientations selon la nature de sa référentialité. Par exemple, un en amont de la figuration, ancêtre ou Dieu, que la représentation iconique a pour objet de commémorer, dans une perspective magique ou religieuse visant à conjurer le manque par une présence de substitution. Un en delà de l'image, qui renvoie à un univers plus ou moins homothétique à notre monde d'appartenance. Enfin, un aval, impliquant de se projeter dans un avenir encore inexistant, mais présupposé par sa représentation possible. Le dispositif de l'image engage ainsi une relation privilégiée non seulement à l'espace, comme on l'y redit souvent, mais encore et surtout à la temporalité. L'image empreinte correspond au temps de la remémoration, quand il s'agit de revoir ce qui est disparu. L'image mime au temps de l'appropriation, s'il s'agit de voir ce qui est devant nous en attente de possession. L'image projection au temps de l'anticipation lorsqu'il s'agit de prévoir ce qui est susceptible d'advenir. Alors cette triade peut se concevoir sur un mode diachronique global, comme le propose par exemple Régis Debray ou encore Hans Belting, en retraçant une histoire du regard autour de ces trois régimes de perception. Mais elle peut aussi s'envisager sur un plan synchronique, en analysant la coexistence des régimes à l'intérieur d'une période donnée. Or, il est significatif que la période qui nous occupe soit attirée par ces trois modalités possibles, comme si le siècle hésitait sur l'orientation à leur attribuer, d'où la concomitance de grandes façons d'aborder le monde et, corrélativement, des formes génériques correspondantes à l'intérieur desquelles distribuer le flot d'illustrations généré par l'industrialisation massive des techniques de reproduction. Ce premier constat appelle trois remarques. La première, c'est qu'une image constitue un dispositif socialement et culturellement déterminé, chaque communauté convenant de paramètres à l'aune desquels appréhender correctement la direction de cette image. La seconde, c'est qu'une image non orientée, comme c'est le cas ici, peut regrouper plusieurs interprétations possibles, comme cette gravure où l'on peut voir simultanément la tour du roman historique, une irruption de spectre ou l'invention de l'hologramme. La troisième, c'est que l'image engage par nature une question de point de vue, consensuel ou à l'inverse problématique. C'est ce que rappelle sur le mode de l'humour ce petit épisode illustré par Pouf. Le clocher est pris par les uns pour un gage objectif de leur propre réalité, par les autres pour un indice surnaturel de la présence de l'au-delà. Quant au savant, doté de lunettes lui permettant de voir plus loin que ses contemporains, il est en fait un outil scientifique au service du progrès des civilisations. Reste à définir les paramètres autour desquels s'organisent les images orientées vers le futur. Mon point de départ, c'est le constat qu'on assiste, pendant notre période, à un décrochage progressif des illustrations par rapport aux textes auxquels elles étaient jusque-là rattachées. Encore indexées sur le texte chez les illustrateurs de Verne, par voie de légende ou rappel de pagination, l'image conquiert peu à peu son autonomie. Ainsi, dans Les Aventures d'un savant russe, où l'exploitation des lettrines suggère que les images vont prendre le pas sur les lettres en assumant leur iconicité. Et de fait, l'image, qui au début respecte sagement sa fonction illustrative, vient très vite rompre la cohérence narrative en introduisant une figuration déconnectée du récit. Le lecteur se dédouble alors en un observateur projeté dans un autre monde, anticipant sur l'univers de la narration. Cette émancipation se traduit par une inversion des priorités. Dans l'éther alpha, par exemple, l'illustration est proposée en tête de chapitre, donc en amont du texte, qu'elle devance en lui imposant ses propres prérogatives. Le phénomène est plus marqué encore pour la bande dessinée, où l'image surplombe ou entoure le discours, si bien que la perception visuelle précède l'acte de lecture, en imposant au texte ses présupposés, thématiques ou idéologiques. D'excroissance marginale,
L'image a donc changé de statut pour devenir un médium à part entière avec ses règles propres et son fonctionnement spécifique. Désormais, l'illustration précède, donc prépare, le texte au lieu d'en émaner. Considérée dans son exclusivité, une image devient un dispositif d'intelligence visuelle qui organise l'espace en fonction d'une intelligibilité recherchée et assigne une place à ses spectateurs, programmés pour s'approprier les choix qui y sont cristallisés. La question est alors, par quel code le processus anticipatif est-il mis en scène pour toucher le récepteur ? L'anticipation se caractérisant par une dialectique entre distanciation référentielle et plausibilité, il ne suffit pas d'accumuler des éléments extraordinaires, sans quoi il n'y aura aucune différence avec les autres fictions de l'imaginaire. Il faut encore que l'ouverture vers l'avenir reste corrélée à notre monde, de sorte qu'on puisse considérer que l'une est une extension recevable de l'autre. Le problème posé aux illustrateurs est donc de réunir dans une même image l'évocation d'un novum, mais aussi le devenir qui les rendrait possibles. Le défi est en somme le suivant: comment représenter de la temporalité dans de l'espace à 2 dimensions? La réponse s'organise autour de 2 ingrédients. D'une part, un ancrage indiciel, permettant la connexion avec notre réalité, familiarité indispensable pour le jeune lecteur, qu'il convient d'accrocher avant de le décrocher. D'autre part, la présence d'éléments discordants au regard des lois qui régissent notre monde, mais envisageables à plus ou moins long terme. Il s'agit au fond de combiner les niveaux de référence, de façon à créer les conditions d'une immersion fictionnelle anticipatrice. Processus mis en œuvre par voie de polarisation, en appliquant aux coordonnées spatio-temporelles les 2 opérations mentales qui, de Mène de Biran et Ampère à Bergson ou Bachelard, servent de fil conducteur pour définir la perception active, à savoir la juxtaposition et la superposition. On pourrait parler d'une esthétique du collage dans l'acception que lui donneront les surréalistes, ou encore de montage dans le sens que le cinématographe expérimentera au même moment. Ainsi, en juxtaposant sur la même illustration 2 éléments spatiaux, mettons un obus et un astre, je crée les conditions d'une conflagration psychocognitive. Cette coexistence, que je sais irrecevable en l'état, je suis néanmoins contraint de la visualiser, donc de postuler mentalement l'avenir dans lequel elle sera devenue naturelle. De la même manière, en fusionnant 2 objets dont l'un est familier et l'autre décalé, je produis un choc perceptif qui ne peut se résoudre qu'à condition de se transférer en pensée dans le futur, où la superposition sera devenue envisageable. Cette combinatoire des états de matière concerne aussi des états de temporalité. Ainsi, lorsque 2 époques s'entrechoquent dans l'espace de l'image, comme dans ces dessins de Robida. Cette juxtaposition peut enfin tourner à la superposition, lorsque 2 moments a priori incompatibles n'en font plus qu'un. C'est le cas dans ce paradoxe temporel qui voit 2 personnages dissertés devant la tombe de leur créateur. Plutôt que d'anachronisme, il faudrait parler dans ces 2 cas de polychronisme, conscience malléable de la complexité temporelle. Alors ce petit dispositif, apparemment très simple, permet pourtant de générer un grand nombre d'images proposées aux jeunes lecteurs et est riche en enseignements. Premier enseignement, c'est que l'anticipation iconique combine 2 modalités de réception. La suspension de l'incrédulité, qui caractérise l'entrée dans une fiction en laissant au vestiaire le cahier des charges du principe de réalité, et ce qu'on pourrait appeler une translation de la croyance, à savoir le saut psychocognitif appelant un spectateur à procéder mentalement à un voyage dans le temps. L'estrangement cognitif, dont parlait Darcos-Uvine, est conditionné ici par un estrangement perceptif, à savoir le jeu dialectique entre mimésis et distanciation, qui oblige l'observateur à ajuster sa focale pour appréhender la coexistence des temporalités. Cet ajustement du visible, indissociable d'une adaptation temporelle, fonctionne sur le principe de projection, au double sens cartographique et psychologique. Le choix d'un point de vue perceptif, à l'aune duquel repenser les habitudes de la vision, enclenche une rupture cognitive, exigeant de l'observateur qu'il fasse advenir dans le champ de son regard un ordre ontologique à l'état de potentialité. Ce n'est donc pas un hasard si le motif le plus récurrent en fiction pour la jeunesse est le projectile lancé vers une planète. Image obsessionnelle qui fonctionne à la fois comme un code, rite de passage grâce auquel le jeune entre dans la communauté des lecteurs d'anticipation, et comme un indice, signe révélateur d'une récurrence structurante de l'imaginaire collectif. Bref, le collage est synonyme de décollage, de sorte que la trajectoire représentée constitue une figuration du trajet mental nécessaire pour réaliser l'univers postulé.
en cet instant où je consomme l'image, il y aura eu un futur que j'aurais rendu présent par la perception que j'en construis, un futur antérieur, en quelque sorte, mieux, un futur intérieur, bref, une anticipation performative qui fait advenir l'avenir par le regard, on pourrait presque dire une anticipe-action. En ce sens, le fonctionnement de l'image, appréhendé comme dispositif privilégié de circulation spatio-temporelle, n'est pas sans évoquer le processus par lequel une communauté scientifique élabore des scénarios conjecturaux. À la co-construction par adhésion à ce que Richard Singelet appelle des xéno-encyclopédies, répond ici la co-construction par l'observateur d'univers anticipatifs par intériorisation des processus représentés. On comprend ainsi que l'illustration, loin d'être une excroissance superfétatoire en marge du texte, est le lieu même de l'anticipation, sa condition et même sa nature. Bref, son principe structurant à partir duquel s'organise toute activité spéculative. C'est pourquoi un Robida, par exemple, peut bien construire un récit entier sur le postulat d'une machine à voyager dans le temps, machine qu'il ne décrira ni ne montrera jamais. Nul besoin de le faire, puisque cette machine, c'est très exactement le double regard du créateur et de son récepteur, engagé dans un processus de co-réalisation temporelle. Cette poétique de la projection anticipative a plusieurs conséquences. La première, c'est que le regard est non seulement le médium, mais encore le sujet premier de ce déploiement d'image. Pour le dire autrement, l'image d'anticipation se donne moins comme une prévision que comme une présentation de la vision. Une mise en spectacle de l'énonciation, bien plus que de l'énoncé, pour reprendre les propos de Delphine. Et de fait, le corpus se caractérise par une surdétermination de la question de la perception, mise en scène dans de très nombreuses œuvres considérées. Qu'il s'agisse d'œil humain ou de support technologique, la pulsion scopique constitue le cœur de cette imagerie où surabondent les représentations de représentations. Pas étonnant alors que de nombreuses œuvres se nourrissent d'intericonicité. Pélos rend hommage aux métropolis de Fritz Lang. Lanos présente son récit d'image comme si c'était un film. Pouf en fait de même et pousse le clin d'œil encore plus loin avec une mise en abîme finale qui fait de l'aventure un spectacle filmé. Tout se passe donc comme s'il s'agissait de mettre en scène le régime phénoménologique qui structure notre relation au monde. Dès lors, les dispositifs de consommation d'images vaudraient moins comme déclinaison thématique de futurs possibles que comme mise en abîme d'un processus de perception où l'œil se déplace désormais de façon aléatoire et non plus perspectiviste. Une telle mise en scène n'est pas sans effet pervers, car en multipliant les points de vue, l'imagerie d'anticipation induit une réflexion sur la relativité des regards. La question devenant de décider qui regarde qui. Est-ce l'humain qui observe ou l'alien qui contemple? Est-ce le connu qui s'approprie l'inconnu ou l'autre qui relativise le même? Cette démultiplication des points de vue engendre une ambiguïté corrélative quant aux interprétations possibles. À l'aune de quel regard faut-il considérer les phénomènes représentés? En accordant une confiance positiviste à la science ou au contraire en décentrant radicalement notre vision? Et ici, dédicace à Marie-Ève, puisqu'on voit bien les martiens observant les humains comme dans un aquarium. Par quoi la représentation se fait non seulement spéculative mais aussi dubitative, ce qu'emblématise dans une distanciation métadiégétique la présence fréquente d'un point d'interrogation aporétique au terme de la projection spatio-temporelle. À ceux qui penseraient que la civilisation avance inéluctablement dans le sens du progrès, l'imagerie pour la jeunesse oppose donc un ébranlement du regard, remettant en question ses schèmes perceptifs et ses grilles interprétatives. C'est ce que suggère, chacun à leur façon, un Pélos qui appelle de ses voeux un retour en arrière vers un Éden préhistorique, un Robida retournant la chronologie comme un gant en direction de l'aube des civilisations, ou encore un Saint-Augan qui fait éclater la construction des cases pour obliger son lecteur à remonter le cours de son récit, comme pour mieux inverser le sens de l'histoire. Comment comprendre un tel phénomène, plutôt inattendu pour des fictions qu'on n'aurait pas imaginées aussi spéculaires? La littérature pour la jeunesse se situe, je crois, à la confluence de trois grandes lignes de force qu'elle exemplifie. Une théorie de la perception, une philosophie de la conscience et une psychologie de l'enfant. Théorie de la perception d'abord, dans la mesure où ces fictions sont étroitement liées avec le renouvellement de la problématique du regard au XIXe siècle.
On peut à cet égard corréler les éléments de poétique iconique avec les dispositifs optiques étudiés par Jonathan Crary. Ainsi, la juxtaposition des plans dans les images organisées autour d'un effet de profondeur renvoie au principe du stéréoscope, qui produit une représentation de relief spatio-temporel à partir d'images différentielles. De même, la superposition des objets rappelle le thaumatrope, qui permet la fusion des perceptions à partir d'images distinctes. De même encore, la juxtaposition des états temporels, comme dans cette vignette de Pellos où le même couple est reproduit dans une seule case à deux instants différents, actualise le principe du phénakistiscope qui crée le mouvement à partir de la continuité statique. Quant à la superposition des états temporels, elle évoque le polyorama panoptique qui permet, en variant les effets de lumière, de réunir sur une même image des moments a priori incompatibles. Ces inventions scientifiques devenant des outils de vulgarisation, puis des jouets consommés dans le cercle familial, il n'est guère étonnant qu'on en retrouve les principes dans l'imagerie à destination de la jeunesse. De la même manière, le développement de la cinématographie induira de nouveaux modes de représentation qu'on retrouvera analogiquement dans les récits illustrés. Ainsi, les effets de montage ou les expérimentations de cadrage d'un Abel Gans, dont l'écran mosaïque, doté de surimpression, n'est pas sans évoquer la technique de son contemporain Pellos, clin d'œil aux amotrices de chauve-souris. L'imagerie d'anticipation rejoue en somme la rupture de paradigme qui bouleverse le système de représentation. Comme le dispositif optique, l'image imprimée sanctionne la transformation du sujet observateur et la constitution d'un nouveau régime scopique. Le second enjeu concerne la relation que cette histoire des formes entretient avec la constitution d'une philosophie de la perception. Des expérimentations physiologiques à l'avènement de la phénoménologie, le regard devient un objet de théorisation entre les acquis des sciences exactes et leur conceptualisation en sciences humaines. Il n'est pas excessif d'affirmer, si c'est un peu excessif quand même, que l'anticipation pour la jeunesse coïncide avec cette montée en puissance, qui accorde une importance accrue à l'intériorisation des catégories spatio-temporelles, envisagées désormais comme forme de la sensibilité. C'est particulièrement vrai en philosophie, où l'idéalisme à la française se réapproprie l'héritage kantien. Je pense au néocriticisme de Renouvier, pour qui le temps phénoménal de la conscience enclenche l'expérimentation littéraire des uchronies, à la Chaulier, avec sa théorie de l'induction comme perception réfléchie, ou encore à Hamelin, pour qui la dialectique entre spatialité et temporalité structure les conditions de la représentation. Cette intériorisation des données spatio-temporelles se renforcera évidemment au XXe siècle, à commencer avec Bergson, qui construit une durée intime en termes de projection. Toute conscience est anticipation de l'avenir. Ensuite, avec l'impact de la phénoménologie husserlienne, introduite en France par l'entremise de Lévinas, lequel approfondit la notion d'intériorité du temps, en développant les relations de dépendance entre extension spatiale et anticipation perceptive. Enfin, l'essor de l'imagerie d'anticipation s'inscrit sur fond de formalisation de la notion de jeunesse, avec la constitution de la psychologie en tant que science spécifique. Pour la première fois, l'Occident fonde l'identité juvénile sur des paramètres autres que pédagogiques. Le jeune devient un objet d'investigation scientifique dont témoigne une série de créations, revues, laboratoires, sociétés savantes, représentatives du foisonnement intellectuel dédié à l'enfance. Or, tous ces travaux de psychologie du développement s'intéressent précisément aux modalités de la construction psychocognitive par laquelle un jeune sujet nourrit sa compréhension du monde par voie de perception et de projection. Cette jeunesse des fonctions cognitives de l'enfant, que Piaget consacrera par ses travaux de l'entre-deux-guerres, met notamment en évidence les processus de co-construction par lesquels le sujet juvénile projette les coordonnées de son univers mental sur les composantes spatio-temporelles de son réel d'appartenance. On voit ainsi, ce sera ma conclusion, que les nombreuses images éparpillées au gré des fictions pour la jeunesse, loin de constituer des divertissements puérils, sans relief ni enjeu, se tiennent au plus près de la grande histoire des idées et des formes qui marque la rupture d'épistémé avec l'âge classique. Alors, je ne prétends évidemment pas que les illustrateurs déploient une stratégie délibérée de mise en évidence des mécanismes de l'anticipation perceptive,
et encore moins que leurs jeunes lecteurs auraient eu conscience de participer à une mise en abîme collective émargeant aux sciences humaines en gestation. Je crois en revanche qu'il n'est ni aléatoire ni anodin que la culture de l'anticipation qui se déploie à l'heure, avec sa poétique structurante et ses motifs obsessionnels, soit l'exacte contemporaine de la révolution du regard, qui, à la même époque, renouvelle le paradigme de la camera obscura qui avait prévalu jusque-là. Une autre conception de l'humain se met en place, substituant au modèle cartésien une théorie relativiste du sujet, à la fois décentrée et incarnée, où la subjectivité devient première dans l'appréhension et la restitution du réel. La littérature d'anticipation pour la jeunesse assume ce changement de paradigme avec un déploiement d'images mettant en scène l'interaction entre anticipation et vision, interaction dont elle fait le sujet et l'enjeu de ses représentations. Il n'est pas interdit de penser que c'est, entre autres, ici, dans cette relation renouvelée à l'image, que s'est construit un nouveau profil de consommation culturelle dont nous ressentons l'impact encore aujourd'hui. Un médium longtemps décrié, l'image, s'avance sur le devant de la scène en prenant possession des supports de diffusion. Un public longtemps déconsidéré, la jeunesse, devient un cœur de cible et un objet d'investigation. Cette évolution de statut n'est pas sans conséquence, on l'a vu, née du postulat que la pédagogie du divertissement se justifiait au nom de la transmission des valeurs. L'imagerie a évolué dans le sens d'une valorisation croissante des images traitées dans leur logique spécifique. Or, cette culture visuelle, qui pose les prémices d'un nouveau régime de l'imaginaire, va se faire de plus en plus déterminante au point de devenir le paradigme structurant des générations du troisième millénaire, à partir du moment où la primauté des écrans et la prédominance du virtuel auront pris le pas sur le primat du texte et de la raison. Je vous remercie.